Cartooniste humaniste, affichiste, tour à tour publicitaire et engagé, auteur de livres pour enfants et d'albums érotiques, Tommy Ungerer, vous êtes le père des fameux Trois Brigands, du sulfureux Fornicon ou encore du grinçant America. Né à Strasbourg le 28 novembre 1931, vous avez eu, selon votre expression, une enfance nazie, puis une jeunesse de trimard et une maturité de fermier. Touche à tout, transgressif et toujours tüchtig, pour qui vous rencontre et vous lit un seul mot d'ordre: expect the unexpected, attendez-vous à l'inattendu. Tommy Ungerer, orphelin de père à l'âge de 3 ans et demi, vous partagez cependant bien des choses avec lui. Nous l'allons voir au gré de nos entretiens, mais s'il y a une chose qui vous différencie, c'est notamment ceci: pour votre père, la vie était un beau jardin, alors qu'elle est pour vous un champ de bataille. Il faut dire qu'en 1944, à Noël, une bombe a atterri dans votre jardin. Pouvez-vous nous raconter ce souvenir marquant? Il faudrait d'abord, vous savez, il faut quand même donner un décor à toute anecdote. Et ce n'était pas devant le jardin, c'était devant la maison. D'ailleurs, il faut bien comprendre que j'étais dans la poche de Colmar, c'était donc la dernière poche que les Allemands avaient encore de l'autre côté du Rhin, et que j'ai vécu donc la guerre vraiment comme un soldat. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un qui saute sur une mine pour atterrir sur des trognons plutôt sanglants. Et cette bombe, très curieusement, c'est une chance énorme. Elle a atterri devant la maison et elle est rentrée dans le sol sans exploser. Elle a pris ensuite une courbe pour ensuite se poser avec une incroyable docilité. C'était presque devenu un compagnon de tous les jours. Chaque matin, on disait salut la bombe, etc. Noir, un peu comme une guêpe noire avec des raies jaunes, une bombe standard de 200 kilos. Alors comme vous dites, n'est-ce pas, j'ai été exposé à la mort très tôt dans ma vie. Déjà, mon père est mort très jeune, donc j'ai vécu ça. Ensuite, il y a eu l'arrivée des nazis, évidemment. Et alors ça n'a pas été très simple sur plusieurs niveaux, surtout psychologique. Hein. Mon Dieu, vous imaginez, les Allemands arrivent, et puis il faut apprendre l'allemand en 3 mois. Hein. Après ça, un merci, un bonjour, on pourrait être arrêté pour ça. C'était strictement... Alors j'ai dû apprendre l'allemand. Apprendre une langue dans des conditions pareilles, c'est aussi un peu un champ de bataille, n'est-ce pas? Mais le plus beau champ de bataille que j'ai vraiment vécu enfant, c'était le jour de la libération, le 2 février en 1945. Alors ça, c'est quand même étonnant parce que ça tient presque de l'absurde. D'ailleurs, la vie, justement, se manifeste et se précise par l'absurde. J'en reviens toujours à Ubu Roi, en fin de compte. C'est une grande influence dans ma vie, hein, mon Dieu. Alors, c'était le matin, puis je suis monté au grenier, par curiosité. Bon, il n'y avait évidemment plus de tuiles sur le toit. Et puis, la neige fondait un peu, et puis au loin, je vois des petits points noirs, et c'était les tanks français. C'était une offensive de tanks, parce que notre maison, hein, elle donnait sur les champs, vous vous rendez compte. Donc, j'étais en panorama, et alors je descends en bas à la cave, je dis à ma mère et mes 2 sœurs, et ils arrivent. Alors, nous, on sort. Et on va dans les champs, et il y avait déjà un soldat allemand mort au coin de la maison. Et là, je me suis rendu compte que dans la neige, le sang devient plutôt brun. Et ensuite, au coin, il y avait donc une position de mitrailleuse, avec les Allemands MG42. J'ai récupéré la mitrailleuse par la suite. Et ils disaient, c'est fini. J'étais les bras croisés, ils disaient, ça y est, c'est fini, alles vorbei. Et nous, on est partis dans les champs où il y avait des mines, et en même temps, les Allemands avaient déjà libéré les prisonniers russes qui étaient dans l'usine de l'autre côté de la rue. Et les prisonniers russes aussi qui allaient pour accueillir, vous imaginez, des tanks en pleine campagne. Et alors, le premier char s'est arrêté, c'était un Sherman. On retrouve ça dans mon livre auto, justement, dans ces scènes de bataille que j'ai fait un livre d'enfant là-dessus. C'est des choses qu'il faut partager pour que ça ne se répète pas. Alors évidemment, le tank s'est arrêté et la tourette s'est ouverte. Et puis un soldat français a donné à ma sœur Edith une cigarette Camel comme souvenir. On l'a gardée pendant des années, je crois qu'on l'a encore, elle doit encore l'avoir. Et comme on était pris en pince par les Américains qui venaient de l'autre côté, nous on revient à la maison, les Américains étaient là avec leurs mitraillettes, on a dû lever les bras. Ils étaient en train de dévaliser la maison et de ce qu'il y avait encore en haut, et ils ont emmené les 2 derniers pots de confiture qu'on avait gardés justement pour la libération. Les 2 derniers pots de confiture, ce sont les Américains qui nous les ont barbouillés. Ça, c'était la 2e fois que j'ai rencontré des Américains.
Les premiers Américains que j'ai rencontrés, je ne l'ai pas vraiment rencontré parce qu'il était dans un chasseur, dans un avion, dans un Lightning. Vous savez, les avions à deux queues, un avion de chasse. Et moi, j'étais avec mes poules dans les champs après la récolte pour qu'elles puissent picoter un petit peu le blé parce que j'avais des poules apprivoisées qui me suivaient vraiment. C'était comme une petite famille et cet avion est descendu pour me mitrailler. Alors c'était vraiment une impression d'être comme si on était pris dans une machine à coudre, hein. Et même encore aujourd'hui, je dois dire que quand les avions volent bas, ça me frissonne un peu, ça me fripe, ça me fripe. Vous parlez de vos frissons, Tommy Ungerer. Avant même 1944 et 45, avant la libération, vous avez connu, je le disais, une enfance nazie en Ah Alsace. oui, totalement. Votre maison a été réquisitionnée. Il y a eu l'endoctrinement à l'école, un passé très singulier que vous racontez, notamment dans votre livre en français À la guerre comme à la guerre, paru en 1991. Et cette expression, une éducation nazie, qui est la vôtre, c'est quelque chose, elle a quelque chose de très violent, on imagine, et vous parliez de psychologie, qu'elle a pu laisser des traces. Des traces, je dirais des séquelles, des cicatrices, parce que, vous savez, le nettoyage de cerveau, c'est presque impossible de s'en débarrasser. Alors justement, si on raconte toutes ces choses-là, c'est par exemple quand même, je dois dire que toute mon œuvre, si on peut dire ça, toute ma production à la fois littéraire, parce que j'écris autant que je dessine, a été vraiment marquée. Et mon engagement par la suite, tous mes engagements dans la vie, je peux dire qu'à l'âge de 14 ans, mes opinions étaient formées. Parce que vraiment, quand on voit l'endoctrinement, n'est-ce pas, fasciste, de tous les jours à l'école, alors les problèmes d'identité que ça pose, n'est-ce pas? On est fasciste à l'école, on est français à la maison. Ma mère était vraiment chauvine et alsacien avec les petits copains dans la rue. Donc ça fait trois identités. C'est difficile d'avoir plusieurs identités. Donc il s'agit d'utiliser toutes ces choses-là. Et comme je l'ai dit, ça m'a vraiment donné assez de désespoir parce que le désespoir, je pense que c'est quand même une force motrice, littéralement, pour la création. D'ailleurs, je dirais même que si on devait faire du désespoir une muse, on n'aurait plus besoin des autres. Je vous dirais qu'un grand pourcentage des œuvres ou de créatives, que ce soit dans tous les domaines, surtout dans la littérature, c'est dû au désespoir. Il faut utiliser ce désespoir comme une aubaine. C'est comme une aubaine et souvent comme une loterie, parce qu'il faut voir les origines de l'aubaine. Alors, bon, vous parliez de champ de bataille, mais une fois qu'on a ce goût-là pour le champ de bataille, qu'on se rend compte qu'il faut ça, alors on ne peut plus s'arrêter de se battre pour le reste de sa vie. Et comme je le dis toujours, je préfère une barricade à un embouteillage. Je préfère ça. Et c'est pour ça que j'ai passé toute ma vie vraiment à être engagé, parce que je pense aussi que si on a du talent, la seule façon de le partager, c'est de la mettre à la disposition du public, et surtout dans l'éducation. Comme par exemple le livre sur la Deuxième Guerre mondiale que j'ai écrit, À la guerre comme à la guerre, c'est utilisé en partie aussi dans l'enseignement. Alors tout ça, ça m'a vraiment formé. Et aussi ça, de voir qu'il y avait quand même des gens bien partout, hein. On avait des professeurs nazis qui étaient vraiment impeccables, qui étaient vraiment très bien, qui savaient me rassurer. Moi, j'étais pas un bon élève. Mais alors le professeur me disait: Ah, mais vous êtes un bon artiste, et le Führer, il a besoin d'artistes. Ça me rassurait. Tommy Ungerer, ce qui est assez étonnant, c'est ce que vous racontez à propos du premier dessin qu'on vous a demandé avec vos instituteurs, vos professeurs nazis. Ah oui, oui, le premier dessin. Et alors là encore, je l'ai fait avec un titre français parce que je n'avais pas encore la langue allemande complètement en main, hein. Mais le premier devoir qu'on nous a demandé de faire à l'école, c'était de dessiner un juif. Alors moi, je vais chez ma mère, je lui demande qu'est-ce que je suis juif. Alors, je sais que nous connaissions des juifs, mais on ne disait jamais que c'était des juifs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, elle m'a dit: Oui, tu dessines quelqu'un avec des lunettes, un grand nez, etc. Et ma mère n'a rien jeté, ni moi non plus. Alors, j'ai gardé encore tous ces documents de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont devenus d'ailleurs une collection énorme, qui sont maintenant à la bibliothèque à Strasbourg, parce qu'il faut que ces choses puissent être utilisées, que ce soit dans l'enseignement ou ailleurs. Et là, je ne suis vraiment pas très d'accord non plus avec les pédagogues. Moi, je pense personnellement que la Shoah, par exemple, c'est une chose qui doit être enseignée à l'école. Et là aussi, j'ai fait une affiche qui a été pratiquement donnée dans la revue des instituteurs, donc pour mettre dans les classes, mais personne ne l'a mise au mur parce qu'ils disent: ça traumatise les enfants, vous traumatisez les enfants. C'est simplement une grande croix gammée, et l'un bout de la croix gammée, c'est une espèce de main qui vient et qui empoigne deux enfants juifs. Ça fout la trouille, mais les affiches, c'est fait pour ça. Et les enfants, il faut les traumatiser si on veut leur donner une identité.
C'est le problème de nos jours, les enfants qui ne sont pas traumatisés, qui sont élevés avec la télévision, ils ont des difficultés. C'est un problème d'identité tout à fait différent que le mien. Moi, j'en avais 3, donc il suffisait de choisir. Et par la suite, j'en ai trouvé des masses d'autres identités. Je viens en Irlande, je peux aussi dire que je m'identifie à l'Irlande. À New York, m'identifie à New York. Donc, mais de nos jours, avec la télévision, on a vraiment un espèce de vide, un vide total. Et c'est effrayant. Vous parlez de New York, Tommy Ungerer, une vingtaine d'années après la libération, lors justement de vos années new-yorkaises, où vous réalisez notamment en 1967 des affiches contre la guerre du Vietnam, des affiches qui étaient commandées puis qui ont été refusées par l'Université de Columbia. Votre trait, à cette époque, est particulièrement acéré. On le sait par la suite, votre trait s'arrondit. Ce trait d'alors qui est tranchant, pointu, est-il, Tommy Ungerer, la marque d'un homme, alors que vous êtes à New York, qui a la main guidée par la colère? La colère et surtout la révolte, n'est-ce pas? D'ailleurs, ces affiches, je les ai fait imprimer moi-même. Personne ne voulait les prendre, elles étaient trop dures. C'était vraiment de l'emporte-pièce, n'est-ce pas? Avec l'oncle Sam qui force un Vietnamien de lécher le derrière de la statue de la liberté, Kiss for Peace, etc. Bon, il y avait surtout ça, et puis alors aussi le racisme, n'est-ce pas? La chose qui m'a le plus fortement choqué quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis parti avec $60 dans la poche à l'âge de 25 ans, et Nancy White, que j'avais connue comme étudiante Fulbright, bon, on s'est épousés, c'était surtout aussi pour la carte verte, etc. Alors j'ai passé le deuxième Noël au Texas. Et mon beau-père était shérif d'Amarillo, Texas, encore en pleine ségrégation. Hein. Ça m'a marqué. C'était vraiment incroyable. Et ce trait que vous adoptez à l'époque, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que, comme vous avez eu plusieurs traits, et parfois qui étaient liés aux différents lieux où vous vous êtes fixé, vous êtes enraciné, ce trait des années new-yorkaises, très acéré comme ça? Oui, j'allais dire, je vous interromps parce que c'est tout à coup un jeu de mots qui me semble vous parler de traits. Alors je pense tir à l'arc. Et je dois dire que chaque flèche est différente. Comme chacun de mes livres, moi je ne pourrais pas, moi, me satisfaire d'un seul style. Un seul style, mais mon Dieu, ce que ce serait ennuyeux de faire tout. Enfin, il y en a d'autres qui le font et qui sont peut-être aussi mieux connus pour ça, mais pour moi, chaque dessin est un défi. Chaque livre est un défi. Il faut toujours que je trouve une nouvelle formule, aussi dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'écrire. Donc, le trait change constamment. Et souvent aussi mes façons de penser. Vous savez, on n'a pas toujours raison. Il faut toujours prêt à échanger un préjudice pour un autre, en fin de compte. Parce qu'on ne peut pas s'échapper des préjudices. Alors autant les échanger pour pouvoir ensuite les comparer, parce que d'où viennent les idées, quel est le procédé de l'idée en soi, n'est-ce pas? Vous voyez, moi, j'ai pas de bachot, j'ai pas fait d'études, donc je me suis élevé moi-même. Et ce qui m'a vraiment formé, c'est une incroyable curiosité. Alors, avec la curiosité, hein, on accumule des faits, on accumule des connaissances. Et une fois qu'on a ces connaissances, avec la comparaison, on obtient des idées. Et alors pour moi, c'est devenu presque automatique, ça n'arrête pas. Surtout avec les mots, n'est-ce pas? Je suis un grand admirateur de Michel Laclos, vous savez, des mots croisés. Et alors justement, comme moi j'ai cette chance encore en plus d'écrire en français, en anglais, en alsacien aussi, et en allemand. Alors naturellement, on peut même avec les accents, vous voyez ce que je veux dire, d'aller d'une connerie à l'autre. Comme je viens justement d'écrire, en jouant sur l'accent alsacien, vous comprenez ce que c'est l'accent alsacien? Alors j'ai dit, moi, qu'est-ce que c'est? Les premiers pas du bébé, qu'est-ce que c'est? C'est le passage piétonnier. On parle de la vie comme un champ de bataille. Voilà, devant le nombre de vos ouvrages, oui. devant le nombre de vos voyages, Tommy Ungerer, on a une impression de facilité dans votre existence. Mais est-ce que vous avez dû vous battre, au sens figuré, pour gagner votre vie, pour trouver de quoi manger pendant toutes ces années? Ah oui, ça absolument. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi un peu de tous les métiers. Mais chaque fois, on apprend, justement, parce que ce qui est formidable dans la vie, c'est le défi. C'est le défi, vous vous rendez compte, d'avoir une vie avec un ciel bleu sans nuages, ce serait ennuyeux comme tout.
Ah non, il faut le défi des tempêtes, les défis du mauvais temps. Et quand je n'ai pas de défi, je les cherche. Comme par exemple, l'un de mes premiers voyages en autostop, que je suis allé au Cap Nord, en Laponie, etc. J'ai fait environ 15 kilomètres à pied pour atteindre les lignes russes. Ben, j'étais pas obligé de les traverser. Ouais, je suis quand même, bon, c'est par pur hasard. D'ailleurs, je n'hésite pas. En général, il faut prendre le destin comme il est. Je dis toujours, il faut donner au destin une destination. Mais ce destin, il faut savoir qu'il existe. Or, si moi j'ai fait tous ces kilomètres pour atteindre la frontière, c'est parce que quand même, dans le fin de fond, j'ai envie de la traverser. Alors j'ai traversé le pont, et puis j'ai montré mon passeport français aux Russes, ils m'ont dit niet, niet, alors j'ai dit toilette. Parce qu'il fallait vraiment que j'aille aux toilettes. Donc ça, c'est pas de la blague, c'est une providence. Vous savez, souvent les cabinets, c'est une providence. C'est un petit peu le confessionnal de la digestion. Alors, il me montre une baraque au bord des bois, je rentre là-dedans, je sors, il ne regardait pas, puis j'ai foutu le camp dans les bois. Alors, j'ai traversé la frontière comme ça. Mais donc, vos franchissements de frontières, Tommy Ungerer, c'est la nécessité, ces risques que vous avez pris, c'est la nécessité économique ou physiologique qui vous y a poussé? Non, c'est comme si une mouche me piquait. C'est la même chose avec les blagues. Vous savez, j'adore faire les blagues. C'est peut-être souvent pas très gentil, mais c'est comme ça. Comme par exemple, je me promène le long des quais à Copenhague et un cargo norvégien avec 5 hommes d'équipage. Il manque un homme, et ben je pars avec. Alors là, à chaque fois, on apprend. C'est quand même incroyable parce que, vous savez, quand on n'est que 6 hommes d'équipage sur un petit cargo, il faut prendre la barre. Et tout ce qu'on vous apprend, c'est qu'il faut garder le nez dans les vagues, sinon le bateau se retourne. Eh bien, on arrive quand même à sa destination. Nous savons souvent, les destinations, une destination se définit au fur et à mesure de la poursuite. Souvent, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on cherche. Et faut-il chercher pour trouver? Je me le demande. C'est Nietzsche qui disait quand je suis fatigué de chercher, je trouve. Voilà, exactement. Oui. Et même les questions, vous savez ce que je veux dire. Il y a des questions qui ne se posent pas nécessairement pour trouver une réponse. Je dis toujours une bonne question doit se poser comme un avion. Alors là, vous êtes très souriant, vous êtes très affable, Tommy Ungerer, aujourd'hui à Zurich, dans les bureaux de votre éditeur chez Diogène Verlag, mais vous êtes connu aussi pour vos accès de colère. Ah oui. Hein, vous dites je deviens souvent physique. Ça, c'est une de vos phrases. Et est-ce que c'est pas un jeu aussi, toutes ces colères, toutes ces bagarres? Est-ce que c'était pas un truc pour vous faire remarquer, notamment sur les plateaux de télévision avec les journalistes? Non, c'est-à-dire que vraiment, je dois dire que peut-être que je suis né ultra sensible. Hein. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, qui sont plus fragiles, plus ébréchés, je dirais même. Je suis dans le fond un type très ébréché. Et alors, ces choses s'empilent et tout à coup, ça éclate. Et souvent, c'est très injuste. C'est mon pire des défauts, c'est que bien des fois, je me suis mis dans des états de colère pour un rien. Et c'est certainement dû essentiellement à mon complexe d'infériorité. Il faut voir qu'après la guerre, hein, c'était pas rigolo, on attendait les Français, mais ça n'a pas été tellement mieux. Hein. À l'école, moi je me passionnais pour la littérature française et mon professeur qui me disait perdez votre accent avant de vous intéresser à la littérature. Ah non, on est tous des sans-bachots, tous les jeunes de mon époque. Et alors d'être traité pendant des années constamment de sale-bauche avec mon accent, alors que ce sont les Français qui ont collaboré. Curieusement, vous savez qu'en Alsace, quand les nazis sont venus, ils n'ont pas arrêté les Juifs en Alsace. Alors que l'Alsace, il faut voir qu'à l'époque de la Révolution française, 80% des Juifs en France étaient en Alsace. Nous avons une grande tradition judéo-alsacienne. Eh bien non, on leur a donné 2 jours pour faire leur bagage. Et ils ont été expédiés en France avec tout ce qu'ils appelaient les noms désirables, les Volksschädlinge, et donc les parasites du peuple, Volksschädlinge. Ils ont été envoyés en France. Et ce sont les gendarmes français qui ont ensuite arrêté les Juifs, y compris les Juifs alsaciens, pour les livrer aux Allemands. Et après ça, c'est nous les sales-boches. On vous a donné l'impression à la Libération que vous étiez un parasite du peuple français en tant qu'Alsacien? Dans un sens, oui, non. C'est-à-dire que même pas après la guerre, même 10 ans après, n'est-ce pas, avec un accent allemand, on était automatiquement sale-boche.
Vous savez, mon frère, par exemple, il a pris des leçons pour perdre son accent. Et moi, je l'ai gardé. Et souvent, je dirais alors là presque exprès. Alors, vous comprenez, dans des cas pareils, ce sont des choses où la colère s'empile, vous savez, hein, c'est malsain, c'est comme un troupeau de bêtes noires, ce sont des marottes, on appelle ça des marottes. Et alors, de temps en temps, il suffit d'une étincelle pour que tout à coup, pour faire sauter les fusibles. Alors là, je me fais entendre. Mais souvent aussi avec raison. Souvent aussi avec raison. Et là, je ne le regrette pas, alors, à ce moment-là. Mais vous prétendez même que si Bernard Pivot ne vous a jamais invité dans l'apostrophe, c'est parce qu'il avait peur que vous lui mettiez une gifle Non, en je ne sais direct. pas, je n'ai aucune idée. Non, non, là, je ne Vous sais l'avez dit, vous l'avez dit. C'est vrai, oui, c'est possible, oui, vous savez, je suis tellement volubile. Non, non, mais n'est-ce pas, il ne faut pas exagérer, on a partout, où qu'on aille, on trouve ces échos. Et je dois dire que là, en France, quand même, pendant des années, j'ai eu le soutien de Michel Polac, qui a été vraiment un ami exemplaire. Vous n'êtes Et jamais une battu compréhension. avec lui? Ah non, jamais. Non, non, on partage. C'est dans le partage. C'est aussi beau, vous savez, c'est aussi un safari que de chercher le partage et de le trouver. À propos de télévision, Tom Ungerer, vous avez aussi fait des images avec Percy Adlon, qui vous a filmé en train de faire bouillir des poupées Barbie. Ah non, avec Percy Adlon, c'est un grand rapport, c'est un grand ami. Je l'ai rencontré il y a des années à Munich. Il avait un programme littéraire à la radio et puis là-dessus, m'ayant rencontré, il a décidé de faire un film sur moi alors que je vivais au Canada. Et ça a été son premier film sur sa grande carrière. Vous savez, il a fait Bagdad Café et par la suite. Et il a fait, je crois, 4 documentaires sur moi. Mais le premier c'est presque devenu un classique. Ça s'appelle Ungeres Landleben. C'est à l'époque où je vivais au Canada, dans ce pays, parce que, comme dit, je débarque toujours dans des endroits incroyables. Et mon livre sur le Canada, c'est aussi de nouveau toute une histoire, évidemment. D'atterrir dans une société comme dans le Far West de nos jours, on peut descendre n'importe qui. On en parlera plus tard, oui, mais ouais. je vous disais qu'avec On Percy parlait Adlon, de vous colère, avez quand ouais. Ah même, oui, et ah vous oui. avez quand même torturé des poupées Barbie. Ah ouais, ouais, ça je l'ai toujours fait. J'ai horreur des poupées Barbie. J'ai une fois écrit un texte sur les poupées Barbie. J'ai dit que c'était maintenant dangereux de jouer avec certaines Barbie dolls parce qu'il y en a qui ont le sida, hein, il faut faire attention. Non, j'ai horreur parce que c'est du jouet qui pousse à la consommation. C'est pas si les gens achetaient par exemple une Barbie doll et pour apprendre à leur fillette à faire la couture, pour lui faire les habits, non. Non, non, c'est pour qu'on achète encore des habits, encore des habits, et encore des habits. Et ensuite, il y a cette vulgarité effrayante, c'est d'une vulgarité vraiment, c'est la mortadelle des vulgarités. Moi, j'ai horreur de ces choses-là. Oui, alors, oui, non, 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 je fais énormément de. Vous savez que quand j'ai fait le Fornicon, et même encore maintenant, je fais beaucoup d'objets. Bon, les gens appellent ça des sculptures, enfin des sculptures où j'ai construit mes machines à baiser qui fonctionnaient donc sur des Barbie dolls. Tout ça, c'est au musée à Strasbourg. On aura l'occasion d'en reparler aussi, Oui. mais il y a une citation de vous, une phrase à propos du sujet qu'on aborde aujourd'hui, de votre colère, de votre goût pour la bagarre et des séquelles laissées par la guerre. Vous dites, chaque fois que je me vois dans le miroir, je me provoque. Au fond, contre qui est-ce que vous avez été en guerre toutes ces années? C'est contre vous? Oui, contre moi-même, évidemment. Évidemment, parce que je suis quand même né avec une conscience et que je dis qu'en fin de compte, je serais un homme libre si je n'avais pas une conscience. Et avec ma conscience, et maintenant, avec l'âge, c'est encore pire que jamais. Je vais bientôt avoir 80 ans, dans 2 mois, ou je ne sais plus, mais enfin, dans quelques semaines. Et puis, je dois dire, le passé revient. Et quand vous parlez de mes colères, surtout lorsqu'elles ont été injustes, ce sont des choses qui me hantent. Pourquoi? Vous avez Parce des que... scrupules? Ah oui, 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 énormément. Je me fais des scrupules pour tout. Je suis vraiment là, vraiment d'une moralité tout à fait encombrante. Je me fais facilement des reproches, même pour des riens, n'est-ce pas? Ça prend des ampleurs. Et je me rends très bien compte qu'une fois qu'une chose a été dite ou qu'une chose a été faite, on ne peut pas le réparer. Il n'y a pas de pardon, c'est irrémédiable et je n'arrive pas à me pardonner moi-même. Mais pour mettre ça dans une balance, je dirais aussi que mon pire aspect, c'est ma colère, et mon meilleur aspect, c'est ma bonne volonté.
Donc j'essaie vraiment d'être un homme de bonne volonté, là. Ça vraiment, j'essaie d'être un chic type, voilà. Mais Simplement cette pour moi. colère, Tommy Ungerer, d'où elle vient? Qu'est-ce que vous vous reprochez au fond? Ben, justement, et j'ai à me reprocher, je me dis toujours quand j'ai des problèmes avec les autres, je me dis que personne n'est en fin de compte responsable de sa génétique, de l'entourage dans lequel il a été élevé, des influences qu'il a eues. Donc alors si je me mets en colère vis-à-vis de moi-même, je devrais me mettre en colère vers mon destin. Or, j'étais gâté, moi, par le destin. Non, mais vous vous rendez compte, avec 150 livres de publiés, un musée qui porte mon nom, enfin, en fin de compte, tout m'a réussi. Donc, je n'ai vraiment pas le droit à la colère, Mais c'est une colère ni à la d'enfant rancœur. alors. C'est une Parce que colère, votre vie voilà, c'est d'adulte, vous très l'avez bien, merci, réussi. vous me soulagez en disant ça. C'est une colère d'enfant. Et je dis aussi, il faut dire que quand même, je cultive aussi un petit peu dans mon innocence. Je pense que de nos jours, on donne beaucoup trop d'importance aux connaissances, au savoir, aux explications, aux dépens de l'instinct. Or, il faut vraiment garder un équilibre entre l'instinct et les connaissances. Et ça, je l'ai gardé sans doute grâce à une espèce d'innocence. Bon, je ne le fais pas exprès, mais il y a quand même il faut quand même trouver une espèce de discipline dans l'innocence, peut-être.